Le chômage. C'est le grand sujet qui revient sans cesse dans le débat public. On le présente souvent comme le problème économique numéro un. Mais entre nous, est-ce qu'on comprend vraiment bien? Allez, on va plonger dans les chiffres pour essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà le chiffre, 7,5%. C'est celui qu'on entend en boucle dans les médias. C'est le taux de chômage officiel en France. En quelque sorte, c'est le baromètre, celui qui fait les gros titres et qui donne le pouls de la santé du marché du travail. Forcément, la question se pose. Est-ce qu'un seul chiffre, un simple pourcentage, peut vraiment capturer une réalité aussi complexe, aussi humaine que le manque d'emploi? Bon, on ne va pas se mentir, la réponse est non. En fait, ce chiffre de 7,5%, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est juste la partie émergée de l'iceberg. Pour vraiment comprendre la situation dans son ensemble, il faut aller voir ce qui se passe sous la surface, dans les coulisses de la statistique officielle. Alors, pour être compté comme chômeur au sens du Bureau international du travail, la définition est en fait très très stricte. Il faut cocher 3 cases, et c'est non négociable. 1. Ne pas avoir d'emploi, même pas 1 heure. 2. Être dispo pour travailler, là, tout de suite. Et 3. Avoir activement cherché un boulot. Si une seule de ces conditions manque, eh bien hop, on disparaît des statistiques officielles. Et ça nous amène directement à une première catégorie un peu invisible, le sous-emploi. Ce sont toutes les personnes qui ont bien un travail, mais qui voudraient travailler plus. L'exemple typique, c'est le temps partiel subi. Et ce n'est pas un détail, hein. En France, ça concerne 1,3 million de personnes. Fait important à noter, les 2 tiers sont des femmes. Et puis, il y a ce qu'on appelle le halo du chômage. Alors là, on parle presque 2 millions de personnes. Ce sont des gens qui veulent travailler, mais qui ne sont pas comptés dans le chiffre officiel parce qu'il leur manque un des fameux critères. Par exemple, une personne découragée qui a arrêté de chercher ou quelqu'un qui n'est pas disponible dans l'immédiat. Cette citation, elle est vraiment parlante. Si on met tout bout à bout, les chômeurs officiels, les personnes en sous-emploi et celles dans le halo, le nombre de gens qui sont en mal d'emploi fait plus que doubler. Ça change complètement la perspective, n'est-ce pas? Bon, maintenant qu'on a posé les chiffres, essayons de mettre des visages sur ces catégories un peu abstraites. Parce que derrière les statistiques, il y a avant tout des situations humaines et elles sont toutes très différentes. Prenons 4 profils pour que ce soit bien clair. On a Johan, qui a un emploi stable à temps plein. Michel, lui, il coche toutes les cases, il est officiellement chômeur. Mais regardez Stéphanie, elle travaille, certes, mais pas assez, elle est en sous-emploi. Et puis, il y a Inès qui voudrait travailler, mais ne fait pas de recherche active en ce moment. Elle est dans ce fameux halo. Donc voilà, le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. On utilise un seul et même mot, chômage, mais en réalité, il recouvre des parcours de vie, des difficultés et des espoirs qui n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres. Et comprendre ça, c'est la première étape indispensable pour réfléchir à des solutions. Ok, la mesure du chômage est plus claire. Maintenant, attaquons-nous aux causes. Pourquoi y a-t-il du chômage ? En économie, on a l'habitude de distinguer 2 grands coupables, 2 types de chômage qui sont vraiment distincts. J'aime beaucoup cette analogie pour y voir clair. D'un côté, il y a le chômage structurel. Ça, c'est un problème qui touche aux fondations de l'économie, à sa structure profonde. De l'autre, il y a le chômage conjoncturel. Lui, c'est plus une question de météo économique. Il monte quand il y a une crise, il baisse quand ça repart. Ce sont 2 problèmes différents qui appellent donc des remèdes différents. Alors, concentrons-nous d'abord sur les fondations, ce fameux chômage structurel. Ces causes sont profondes. On parle de problèmes d'appariement, de mismatch, d'asymétrie d'information et de ce qu'on appelle les rigidités institutionnelles. Ça peut paraître un peu barbare, mais on va décortiquer ça simplement. Le problème d'appariement, c'est le grand paradoxe du marché du travail. On a des chômeurs d'un côté et des entreprises qui n'arrivent pas à recruter de l'autre. Comment c'est possible ? Eh bien souvent, c'est qu'il y a un décalage entre les compétences que les gens ont et celles que les entreprises recherchent. Ou alors c'est un problème géographique. Les emplois sont là, mais pas les candidats. Passons maintenant à l'autre versant, le chômage conjoncturel, celui de la météo économique. Là, le lien est super direct, presque mécanique. Quand la croissance économique, le fameux PIB, ralentit, eh bien les créations d'emplois piquent du nez aussi. Logique. Moins d'activité pour les entreprises, ça veut dire moins de besoin de main-d'œuvre. Puisqu'il y a 2 causes bien identifiées, il y a donc 2 grandes boîtes à outils de remèdes. Commençons par les solutions qui visent à réparer les fondations de l'économie, donc à lutter contre le chômage structurel. En général, les politiques publiques s'articulent autour de 3 grands leviers. Le premier, c'est d'essayer d'alléger le coût du travail pour les entreprises. Le deuxième, qui est absolument crucial, c'est d'améliorer la formation pour que les compétences des gens collent mieux aux besoins. Et le troisième, celui qui fait toujours couler beaucoup d'encre, c'est de flexibiliser le marché du travail. Mais au fait, ça veut dire quoi, flexibiliser ?
En gros, c'est l'idée de permettre aux entreprises d'adapter plus facilement le nombre de leurs salariés ou leurs heures de travail en fonction des hauts et des bas de leur activité. Par exemple, en utilisant des contrats plus souples comme les CDD ou en modulant le temps de travail sur l'année. Et là, on touche au cœur d'un grand débat économique. Des institutions comme le SMIC ou les règles qui protègent l'emploi sont vues de deux manières. D'un côté, elles protègent les salariés, c'est leur but, mais de l'autre, certains économistes pensent qu'elles peuvent aussi freiner les entreprises à embaucher. Il n'y a pas vraiment de consensus absolu sur la question, c'est un vrai sujet de débat. Allez, on a vu les fondations, maintenant qu'est-ce qu'on fait quand la météo économique se gâte? Quand une crise arrive et que le chômage conjoncturel explose, quelles sont les solutions? L'approche dominante ici, c'est celle de l'économiste John Maynard Keynes. Pour lui, la cause d'un chômage de crise est assez simple. La machine économique tourne au ralenti parce que les ménages et les entreprises ne dépensent pas assez. Il y a ce qu'il appelle une insuffisance de la demande globale. La solution, dans cette logique, c'est donc de relancer la machine, de stimuler cette demande. Et comment on fait? Eh bien en soutenant le pouvoir d'achat des ménages pour qu'ils consomment plus, en aidant les entreprises à investir, ou encore en augmentant les dépenses de l'État, par exemple dans de grands projets d'infrastructure. S'il y a vraiment une seule et unique chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Pour lutter efficacement contre le chômage, la toute première étape, la plus importante, c'est de poser le bon diagnostic. Est-ce qu'on fait face à un problème de fondation ou un problème de météo? Parce que si on se trompe de diagnostic, on risque d'appliquer le mauvais remède et ça peut être au mieux inefficace, au pire contre-productif. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale pour les années à venir. Face aux immenses transitions qui nous attendent, écologiques, numériques, et aux crises qui ne manqueront pas de survenir, quelle sera la nature du chômage que nous aurons à affronter? Sera-t-il structurel, conjoncturel, un peu des deux? C'est tout le défi qui se présente à nous.